Bonsoir tout le monde, merci de vous être déplacés en ce mercredi soir à Liège. Ravie de vous accueillir. Moi je me présente, je vais démarrer par les dames. Charlène Renier, je suis relation presse chez Gaming One. Je travaille pour la communication externe et je vais moduler en tout cas la discussion ce soir avec mes trois interlocuteurs que je suis sûre vous connaissez déjà. Donc je vais commencer par toi Luc, on ne présente plus Luc Gauchel. On raconte que tu es le journaliste le plus chevronné de Sudinfo. 2-3 articles par jour. Certains disaient le plus vieux. Non. On n'osait pas me permettre. Une grande carrière, donc tu es passé par plusieurs radios liégeoises et puis tu as démarré à la Meuse en 1990, si ma mémoire est correcte. 90, à la Meuse. Voilà. Et tu nous diras quelques mots sur cette maison de la presse que tu connais particulièrement bien. Tout à fait. Ensuite, à ta gauche, Serge, bonsoir. Donc, Bonsoir. Serge, tu as démarré ta carrière pendant près de 30 ans comme expert commercial plutôt. Puis en 2013, tu as été appelé pour le département com de la centrale de Thiange, correct? Ouais, d'abord cru à une punition, mais c'était pas ça, non. Ce n'était pas une punition. Donc, tu as pu justement apprendre le métier de relations presse, relations publiques aussi, tout ce qui a lieu, en tout cas, de relations avec les politiques, qui est une autre dimension. Et puis en 2019, quand tout le monde s'occupait du Covid, tu as été appelé pour diriger le CA de l'ASBL Du forum nucléaire. Forum nucléaire. Merci. Donc tu seras évidemment une pointure ce soir pour nous éclairer sur la partie business par rapport à la com. Et puis je termine avec Olivier, qu'on ne présente plus non plus, qui a sa propre agence de communication, donc HCOM. Tu es également administrateur au sein de la Maison de la Presse et tu es l'un des rares derniers relations presse liégeois. Indépendant. Indépendant. Il y en a un paquet. Voilà, donc vous êtes prêts, on va démarrer tout de suite. Donc un petit mot peut-être de toi, Luc, pour nous donner un petit peu plus d'informations sur ce lieu emblématique qu'est la Maison de la Voilà, Presse. parce que je vois des têtes que je n'ai jamais vues ici, donc je suppose que pour la plupart d'entre vous, c'est la première fois que vous mettez les pieds dans cette Maison de la Presse et de la Communication. Donc vous le voyez, hein, c'est une auguste demeure. Elle remonte à près de 3 siècles. Elle faisait partie des chanoines du chapitre de la cathédrale Saint-Lambert à l'époque. Elle est passée de main en main, de famille en famille, pour être en 1970 achetée par la ville de Liège. Alors en 1975, les journalistes liégeois professionnels cherchaient un endroit pour tenir les conférences de presse dans un lieu du centre-ville qui soit facilement accessible à tous les journalistes, à pied. On était déjà écolo à l'époque. Hein. Et donc, on a pris langue avec la ville et on loue cet espace. Vous l'aurez évidemment calculé comme moi, 1975, 2025, on va fêter l'année prochaine nos 50 ans. Hein, mais on recevra le titre de royal d'ailleurs à cet égard. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, on y organise, donc, comme je l'ai dit, des conférences de presse. Il y en avait énormément à l'époque, plus de 500 par an. Pardon. Là, maintenant, on est à une petite centaine. Hein, on reviendra peut-être sur le sujet après. Et on organise aussi des soirées débats d'actualité sur des thèmes qui sont proches du journalisme et de la communication. Vu qu'il y a de moins en moins de journalistes, on s'est adjoint aussi les communicants, il y a 8 ans, avec Olivier qui les représente. On est une ASBL composée de 16 administrateurs, nommés et élus paritairement, 8 communicants, 8 journalistes. Et on est aidé, on est tous bénévoles, je le rassure, et on est aidé dans la gestion quotidienne par Clarisse, qui est une agente de la ville et qui tient ici, évidemment, la permanence. Merci, Luc. Alors justement, l'importance des médias, ça va être vraiment tout le centre de la discussion ce soir. Quand on voit le paysage médiatique aujourd'hui, il est plus que saturé. Est-ce que c'est encore vraiment pertinent, important de communiquer aujourd'hui pour une entreprise? Vos avis, je vais commencer par vous, Serge, Olivier. L'avis business. Moi, je pense qu'il y a une multiplicité effectivement des canaux de communication, mais je trouve que c'est important d'avoir de la visibilité dans la presse parce que justement, c'est un canal de communication qui est neutre, entre guillemets. Si je communique sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, que ce soit Facebook, que ce soit X, que ce soit n'importe lequel, YouTube, TikTok maintenant pour être dans la tendance, Instagram, le public sait que ma communication est forcément partisane, puisque je ne vais pas dire de mon entreprise ou de mon produit qui n'est pas bon. Donc, la communication est biaisée par le fait d'être partisan
quand on a de la visibilité dans la presse, on le sait, le journaliste est neutre, c'est lui qui décide in fine s'il va publier ou pas, même s'il reçoit un communiqué de presse qui peut être effectivement dirigé et partisan, c'est lui qui va décider s'il traite le communiqué de presse, s'il le reprend tel quel ou s'il décide d'aller plus loin. Donc moi je dis, et j'affirme même, qu'un bon article dans la Meuse, ici à Liège, dans l'Écho, si on est une entreprise qui travaille dans un secteur économique, ou dans le soir, dans la dernière heure, ça a plus de valeur que peut en avoir une bonne communication sur les réseaux sociaux. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit s'en passer, hein. Mais je pense que ça a plus de valeur. Et d'ailleurs, si peut-être certaines entreprises sont abonnées à Belga Press, quand vous avez des retours, quand vous faites une revue de presse dans Belga Press, vous avez toujours la valeur numéraire de l'article en fonction du nombre de personnes qui ont été touchées. Donc vous savez ce que ça représente quand vous faites une campagne de presse, c'est un investissement. Et quand vous faites votre revue de presse, eh bien, vous avez la valeur de retour de cet investissement. Serge, un commentaire. Oui, évidemment, pour moi, le parcours était un peu différent, puisque quand j'étais responsable de la communication à Tillange dans un sujet, on peut dire, clivant, et j'avais plutôt une tendance à me cacher chaque fois que j'étais appelé par un journaliste, parce que j'allais en prendre plein la figure. En général, j'utilise un autre terme, mais bon. Et puis, à un moment donné, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Et en fait, je me suis dit que j'étais quand même une de mes formations, une de mes logiques, c'était de faire du networking. Et donc, j'ai décidé d'aller rencontrer les journalistes pour leur raconter, non pas n'importe quoi, mais pas spécialement au moment où je me fais casser la figure. Donc, pour essayer de ne plus me faire casser la figure. Après, j'ai été un peu confronté à la rotation des journalistes parce que c'est compliqué d'avoir quelqu'un qui est bien informé et de le garder, puisqu'il va changer de fonction. Donc, ça fait partie de ce qui existe dans les sociétés. Et j'ai essayé de mettre un petit peu les deux en parallèle. Et donc, la presse, elle est nécessaire, mais par contre, et c'est une des raisons de ce soir, elle est nécessaire, mais c'est compliqué de joindre les deux pôles, chacun ayant sa réalité et chacun ayant sa vue au travers de son prisme. L'industrie, et je peux me rendre compte que dans les sociétés, il y a des sociétés qui aimeraient bien qu'on parle d'eux, mais on ne parle pas assez d'eux à leur goût. Et de l'autre côté, donc ils se disent comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils parlent plus de moi que cela. Et de l'autre côté, du côté de la presse, à la base, il y a énormément de demandes, il y a énormément de boulot, ils sont de moins en moins, et donc il y a beaucoup de soucis à faire. Et donc, oui, je crois qu'il y a des ponts qui doivent être faits. Oui, on va probablement en parler ce soir, mais je crois qu'il faut d'abord essayer de comprendre l'autre pôle avant de pouvoir essayer de travailler avec eux. Du coup, c'est en transition, je te remercie. Luc, ton regard par rapport à la presse, justement, qu'est-ce que c'est une bonne information? De quoi est-ce que vous avez besoin, vous, journalistes, rédaction? Quelles sont vos contraintes aussi qui sont parfois finalement peu comprises par le monde de l'entreprise quand ils veulent communiquer? Voilà, pour reprendre un peu ce qu'ils viennent de dire, on a heureusement encore cette chance d'avoir une certaine crédibilité dans ce foisonnement d'informations que l'on retrouve maintenant. Il fut un temps béni où il n'y avait que les journalistes qui informaient, une presse écrite d'abord, et puis la radio est venue concurrencer, la télévision est venue concurrencer. Et puis vous avez ce phénomène Internet qui a tout balayé, sur base d'une certaine gratuité, ce qui nous a évidemment posé de graves problèmes. Voilà, dans ce chamboulement, en tout cas, d'accès à l'information, on reste encore, heureusement, un endroit un peu refuge pour tous ceux qui sont un peu déboussolés. Et pourquoi est-ce qu'ils viennent sur les sites de presse, quand même, encore? C'est parce qu'ils savent que nous sommes soumis à un code de déontologie. Chaque journaliste professionnel doit respecter ce code qui nous impose, et on le fait bien volontiers, c'est pas ça, mais de vérifier cette information, de la recouper, de donner tous les points de vue, parties prenantes à la question qui est posée. Nous, on n'est pas payé pour faire cette information. Si, on est payé, on a notre salaire, bien évidemment, mais ce n'est pas les gens sur lesquels on parle qui nous payent. Et ça, c'est très, très important. Alors, si on ne fait pas ça, donc il y a toute une série de garde-fous qui sont dans le code de déontologie. Il y a le droit de réponse, par exemple, parce qu'on n'a pas la science infuse non plus, on n'a pas pu contacter tout le monde non plus. On va de plus en plus vite, c'est normal, avec la vitesse d'Internet. Et donc, on a, par exemple, le droit de réponse, tout simplement. Ou bien, évidemment, le dépôt de plainte au Conseil de déontologie journalistique, voire le dépôt de plainte en justice. Et tout ça, évidemment, en cascade, nous respectons. Et si un journaliste n'a pas fait de bonne foi l'enquête qui lui avait été demandée, la sanction, on l'a déjà vu, c'est la porte, simplement. Donc, c'est un vrai métier.
Ce n'est pas un métier qu'on fait comme ça parce qu'on s'est réveillé le matin. Non, c'est un vrai métier avec des garde-fous. C'est ça, heureusement, qu'on a encore. Alors justement, attaché de presse aussi, c'est un vrai métier. Il faut le rappeler. C'est fini l'époque bénie où il y a peut-être 30, 40, 50 ans où il suffisait d'envoyer un communiqué de presse ou une invitation à une conférence de presse pour avoir du retour. Oui. Ça, c'est terminé. Si vous pensez ça, alors effectivement, on a beaucoup de choses à se dire ce soir. Justement, tu me tends la perche. C'est aussi un métier. Oui. On a tous des vrais métiers ce soir. Comment est-ce qu'on interagit justement avec la presse? Une conférence de presse, est-ce que ça marche encore? Comment est-ce qu'on attire les journalistes? Comment est-ce qu'on articule sa communication quand on est du côté de l'entreprise et pour justement répondre aux réalités des médias dont Luc vient de parler? Moi, je crois qu'on a lâché le terme relation presse, et dans relation presse, le mot le plus important, c'est relation. Donc, effectivement, comme je l'ai dit, si vous pensez qu'il suffit d'envoyer un communiqué de presse à une base de données journalistes pour avoir du retour dans tous ces médias-là, vous êtes à côté de la plaque. Il y a une vraie relation à entretenir avec les médias. Il y a un moment donné, il faut savoir se positionner dans les médias et ne pas s'attendre à avoir du retour systématiquement quand on s'adresse à un journaliste. Il y a plus de non-retour que de retour. Mais quand on a un vrai retour, il a une réelle valeur. Donc, je pense qu'il faut entretenir de vraies relations. Il faut connaître ces journalistes. Il faut discuter avec eux. Il ne faut pas seulement faire appel à des journalistes quand on a besoin d'eux. Mais par exemple, des exemples concrets, networker, tu le disais, j'ai commencé à networker avec les journalistes, c'est important, voir où les journalistes sont, pouvoir aller les trouver, les rencontrer, discuter avec eux, créer son carnet d'adresses, mais que ce soit plus qu'un numéro de téléphone ou une adresse mail ou un WhatsApp dans un carnet d'adresses, que ce soit une vraie relation, c'est-à-dire d'amitié, mais en tout cas une relation professionnelle forte. Oui, on les contacte pas uniquement quand on a besoin d'eux. Du coup, Serge, si je te parle de off, d'embargo, qu'est-ce que ça t'évoque justement dans la relation de presse? On va tout de suite dans la difficulté. Je vais juste te dire un point juste avant, mais je t'assure, je prendrai le après. Je crois que c'est important, et au niveau des entreprises, au niveau des industries, on est habitué à travailler en termes d'empathie pour son client, pour son personnel, pour un tel genre. Je crois qu'on doit également faire davantage d'empathie vis-à-vis de la presse. Donc, comme je le disais, en essayant de les comprendre, mais en discutant avec eux et en networkant, effectivement. Mettez-vous à la place d'un journaliste qui reçoit un mail avec éventuellement un communiqué de presse de quelqu'un qu'il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, dans un sujet qu'il ne connaît pas. Et de l'autre côté, la partie qui a envoyé le mail, elle estime que comme elle a envoyé un mail, avec un communiqué de presse, il va paraître dans la presse. Eh bien, c'est là qu'il y a un mur. Ce n'est pas un China wall, c'est vraiment un mur parce qu'en fait, les deux personnes, il y a un problème et le mot, on va le sortir, il y a un mot confiance qui aujourd'hui n'y est pas. Et donc, quand deux parties, deux êtres, on n'est pas en train de faire du rose ici, même si mon micro est rose, mais quand les deux parties apprennent à se connaître, se sont peut-être parfois testés sur des éléments, il ne faut pas avoir peur de le faire. À ce moment-là, quand on envoie quelque chose, déjà on a une certaine crédibilité à la base qui fait que peut-être, s'il y a suffisamment de place, ça passera. Et il faut accepter que ça ne passe pas toujours. Le off. Dans le off, j'avais dit que je promets. Oui. Dans le off, il y a effectivement énormément de choses que l'on peut faire passer, pour autant que l'on ait quelque part, à un moment donné, testé, désolé de le dire comme ça, que le off peut être maintenu par la personne à qui on dit. De nouveau, on est dans cette relation de confiance que vous connaissez tous au niveau des entreprises. Et donc, dans cette relation de confiance, à partir du moment où on a expliqué comment ça fonctionne, quel a été le souci, on peut dire à un moment donné, tu sais, on ne peut pas le dire comme ça, mais en fait, dans les faits, ce qui s'est passé, c'est ça et c'est ça, mais si on le dit, il va se passer ceci et ceci et cela, et c'est un souci. Ça, on peut le faire qu'avec quelqu'un dont on est vraiment en confiance. Je peux vous assurer que je l'ai fait à plusieurs reprises, que ça a tout à fait bien fonctionné, qu'il y a des gens avec qui ça n'a pas fonctionné, et ce sont des gens à qui j'ai eu du mal à répondre après dans les interviews, parce que quand la confiance est rompue, c'est comme avec un client, c'est comme avec un partenaire, c'est comme avec n'importe quoi, ça ne fonctionne plus. Mais bien souvent, ça fonctionne. Et quand cette relation de confiance existe, qu'elle est bien installée, c'est aussi plus facile de travailler avec les médias dans une situation tendue, dans une situation de crise. Si je peux donner un exemple, quand je travaillais à l'hôpital de la Citadelle, donc j'ai 17 ans d'ancienneté avant de lancer ma boîte comme chargé de com à l'hôpital de la Citadelle, notamment chargé de relations presse, eh bien, on a eu un souci en 2000 avec un patient qui avait été euthanasié sur base de sa volonté, mais la loi sur l'euthanasie n'était pas passée. Donc, il y a eu une fuite de l'intérieur vers un journaliste liégeois très connu qui a
profité de son scoop et qui a bien enfoncé la citadelle. C'était pas moi. Non, c'était pas toi. C'était, voilà, je ne donnerai pas de nom. Et à un moment donné, d'abord j'ai décidé de faire face avec l'administration de la citadelle, avec la direction et la présidence de la citadelle. Donc on ne s'est pas réfugié en disant non, pas de commentaires. On pourra en parler aussi de ce pas de commentaires, qui est le thème, le nom de mon podcast d'ailleurs. Oui. Mais à un moment donné, ce journaliste assistait tellement qu'au bout de plusieurs jours, ce sont les autres journalistes qui ont été le trouver en lui disant écoute, ça suffit maintenant, tu as eu ton scoop, tu as bien démoli la citadelle, mais nous on a encore besoin de rattachés de presse quand on a besoin d'informations. Et c'est aussi ça, la relation va dans les deux sens, c'est pas seulement se dire j'ai un communiqué de presse, je vais l'envoyer à Luc. C'est quand Luc me téléphone en disant tiens, j'aurais besoin d'infos là-dessus, est-ce que tu peux, c'est de lui répondre. Je pense que j'ai jamais laissé un journaliste en plan en lui disant j'ai pas de quoi te fournir une réponse ou j'ai pas envie de te fournir une réponse. Oui. Ça c'est important, je trouve. Donc, répondre quand on est sollicité, mais également anticiper les moments ça va dans les où deux on va sens. communiquer. La relation va dans les deux sens. Effectivement, que les journalistes ne sont pas non plus capables d'être télépathes et donc pouvoir leur expliquer vers où on veut aller et quel est le cheminement de la communication qu'on est en train d'élaborer. Donc justement, ça veut dire connaître ces médias, c'est se rendre compte qu'il y a des presses qui sont spécialisées. Donc la première des choses, c'est peut-être de faire une revue presse, comprendre qui signe ces articles. Qu'est-ce que vous faites justement, vous, dans les différentes entreprises où vous travaillez par rapport à ça? Ça, c'est très important de savoir à qui on s'adresse, parce que tous les médias ne font pas la même chose, forcément. Vous avez en gros les médias généralistes qui doivent parler de tout, mais qui forcément ne sont spécialisés en rien. Et vous avez des magazines ou des médias spécialisés. Et on ne s'adresse pas de la même manière à la Meuse, par exemple, qu'au journal L'Écho. Pourquoi ? Parce qu'à la Meuse, on parle aussi bien avec un enfant de 12 ans, un pensionné à Tiller, qu'un prof du livre. Je le dis parce qu'on a vraiment des lecteurs dans toutes les strates de la société. Et donc, si par exemple on est ici avec des entreprises, si on commence à parler en utilisant un vocabulaire que le commun des mortels ne connaît pas, les cash flow, les EBITDA, etc., eh bien, ça ne marchera pas. Par contre, si vous vous adressez à l'Écho, effectivement, là, vous pouvez y aller. Les gens qui lisent l'Écho sont essentiellement des gens qui s'intéressent à l'économie et connaissent déjà, ils ont tous ces prérequis que n'ont pas la presse généraliste. Alors, ça, c'est pour le langage, mais ça vaut aussi pour les sujets. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est noyé de communiqués de presse. Toute société qui a envie de faire quelque chose, elle envoie, comme dit Olivier, et elle croit que le lendemain, ce sera dans le journal. Ben non, évidemment. Il y a plein de sujets qui sont beaucoup trop pointus et qui n'intéresseront pas à un nombre suffisant de nos lecteurs. Et donc, on doit les mettre de côté. Oui, donc ça revient aussi à la société d'avoir sa propre stratégie de communication externe en sachant quel est le coût qu'on veut réaliser finalement. Est-ce que c'est une communication simple, entre guillemets, sans être négative dans le mot, mais qui sera générale, ou est-ce qu'on a envie d'aller beaucoup plus loin dans la communication et d'alors choisir un média qui est spécialisé pour aller plus en profondeur sur les thématiques. Donc justement, quand on veut capter l'intérêt, comment est-ce qu'on le maximise? Quels sont finalement les ingrédients magiques que vous pouvez avoir à disposition pour communiquer habilement? Déjà, pour capter l'intérêt, et Luc vient d'en parler, mais encore quelques mots peut-être, c'est le ciblage, c'est essentiel. Donc si vous avez, et moi quand je récupère des clients qui me disent, écoutez, on a fait un communiqué de presse, 0 retour, la première chose que je leur demande, c'est oui, mais à qui l'avez-vous envoyé? Et là, ils me sortent une base de données avec parfois 20 noms, parfois 30, parfois 100, mais des journalistes tous azimuts, et ils ont balancé ça comme ça. Si c'est une technique que vous utilisez, vous l'oubliez tout de suite, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir de retour. Donc l'idée, effectivement, c'est peut-être déjà de repérer qui signe dans quel média. Ici à Liège, quels sont les journalistes qui signent le plus souvent. Dans l'Écho, qui fait quoi? Parce que dans l'Écho, c'est très varié aussi. On peut parler d'intelligence artificielle, on peut parler d'économie, on peut parler d'environnement, on peut parler enfin, il y a plein de thématiques. Donc quel journaliste signe quel type d'article pour pouvoir justement avoir un ciblage le plus optimal possible. Et ça, c'est le meilleur moyen de capter l'intérêt. Après, il faut une histoire à raconter. Les journalistes aiment les histoires parce que c'est ce qu'ils vont raconter à leur public. Donc, il faut avoir une belle story. Comment on dit? Un beau narratif, c'est ça là, on ne peut plus dire story. C'est narratif. C'est à la mode. C'est à la mode. Le storytelling. Donc, il faut imaginer son histoire et puis pouvoir la raconter. Moi, j'ai toujours, pour mes clients, plusieurs histoires. Je discute beaucoup avec mes clients et j'ai toujours plusieurs histoires sous la main
Parce qu'à un moment donné... Elles sont toutes vraies, j'espère. Elles sont toutes vraies, je En te rassure. général. Mais voilà, ça peut arriver. J'ai parfois eu le cas, notamment à RTC, ce qui m'a valu de super reportages. Maintenant, on dit CAF, mais à l'époque, c'était RTC. Quand j'étais à la Citadelle, j'avais toujours quelques stories qui étaient prêtes à partir. Et quand des journalistes me téléphonaient en période plus calme, en période de vacances, en période de Noël, j'avais toujours comment est-ce qu'on fête Noël en pédiatrie, par exemple, avec les enfants qui sont là le 24 décembre. Il y avait vraiment des sujets qui étaient prêts parce que je savais qu'il y avait toujours un journaliste ou l'autre qui allait venir vers moi et je ne voulais pas le laisser en plan. Mais ce qu'il faut aussi, c'est une histoire un peu originale. C'est une histoire qui va parler aux journalistes, pas une histoire qui a été racontée 10 000 fois. La success story de la PME liégeoise, je crois plus que tu en as parlé, ça doit te gaver un peu maintenant de recevoir des communiqués de presse. Non, tu dois recevoir la peine. ça je ne suis pas d'accord. Non, quand il y a une belle histoire, il ne faut pas la raconter 10 fois, on est d'accord, mais elle est toujours bonne, parce que les gens sont avides de belles histoires. Et puis, il y a le titre aussi. J'allais parler des punchlines. Les punchlines. Ça va dans les deux sens. Serge, toi qui travailles justement dans un secteur que tu qualifies même toi-même de clivant. Si tu as un avis contraire, dis-le moi, mais ça m'intéresserait de le savoir. Je suis la première à dire. C'est là qu'on fait le meilleur d'histoire. Moi, j'ai envie de dire, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit et continuer peut-être un peu plus loin, si on n'a pas la connaissance du panorama et de ce qu'on a en face de nous au niveau de la presse, comme l'un de vous deux l'a dit, le mieux c'est de voir qui a signé l'article. En fait, il faut savoir de quel type de journaliste vous dépendez. Je vais prendre le nucléaire, pour ceux qui ne le savent pas, je travaille dans le nucléaire. Je vais prendre le nucléaire. Mais non, je ne suis pas radioactif. Et donc, on a d'un côté l'économie, on a évidemment l'environnement, on a le monde politique. Donc, ça fait 3 disciplines différentes qui sont intéressées éventuellement ou intéressables à des sujets qu'on va développer. Mais par contre, encore faut-il savoir quelle est la tendance du sujet qu'on va développer. Est-ce qu'il est plutôt à niveau économique, plutôt à niveau politique ou plutôt à niveau environnemental? Ou, j'oubliais, à niveau énergétique, puisque fatalement, c'est un des éléments principaux. Et donc, ça demande une certaine réflexion interne en disant, voilà, je vais plutôt cibler par là ou par là, parce que ça pourrait potentiellement l'intéresser. Là, c'est un. Deuxième chose, il y a quand même, et ça c'est ce qu'on nous apprend en média training dès le départ, 3 messages. Si vous n'avez pas dans votre storytelling, votre narratif, tu l'appelles comme tu veux, si vous n'avez pas 3 messages à donner, mais à les avoir en permanence, et ces 3 messages changent également en permanence en fonction de l'évolution, ça ne sert même à rien d'essayer d'expliquer quelque chose. Et en fait, chaque fois que vous êtes interviewé, éventuellement en l'insu de votre plein gré ou en le demandant, en ayant ces 3 messages, ça vous permet de passer convenablement. D'abord, les messages que vous avez à poser, parce que même quand vous êtes attaqué, j'ai connu des moments où je recevais vraiment des flots, non pas de critiques, mais de questions vraiment perfides, moi je passais mes 3 messages. C'était une opportunité pour moi de passer mes 3 messages. Il fallait bien sûr que ça colle avec ce qui était demandé, mais c'était les messages qui répondaient à cette question-là. Et donc, c'est vraiment important de les préparer en permanence. Après, dans le storytelling ou dans le narratif, il suffit de le développer et d'expliquer ce qu'il y a derrière ce message 1, ce message 2, ce message 3. Et justement, quand tu parles de préparer à l'avance, donc ce n'est pas nécessairement toujours les communicants qui vont aller en front line devant les caméras, devant les journalistes. Tu citais le média training, justement, c'est sur mes slides, ça tombe bien. C'est quand même assez parfois étonnant de voir que les personnes sont finalement peu préparées pour une interview, pour une intervention télévisuelle, peu importe. Qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu peux développer pour notre public aujourd'hui la préparation qu'il y a derrière? Mais pour moi, étant donné que j'ai dû faire un parcours un peu particulier qui n'était pas le parcours habituel d'avoir ou fait du droit ou fait quelque chose pour rentrer comme journaliste ou faire autre chose, mais j'ai dû travailler sur un tout autre trajet, j'ai été obligé de me former en média training, c'était nécessaire. Et en général, ce que je constate, c'est que quand le communicant doit aller parler, en général, ça va pas trop mal parce qu'il a fait du média training. Par contre, au moment où il doit envoyer son patron aller le faire, qui demande un peu de visibilité aussi, qui demande aussi éventuellement certains éléments où il faut faire attention sur du branding protection ou que sais-je, parce que ça aussi c'est compliqué. Il doit aussi avoir ces éléments de langage, il doit aussi avoir ces 3 messages. Et donc en général, c'est le communicant qui forme en 1 heure le CEO pour qu'il aille parler. Ça, c'est se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude, évidemment. Ça peut fonctionner, mais il faut avoir de la chance. Donc il faut
si on a l'intention de le faire ou si on sait qu'on ne pourra pas éviter de le faire, eh bien, il faut aller se former. La com passe aussi par l'interne. On peut parler, je suis sûre, toi, Olivier, tu le fais, tout ce qui est Q&A. Donc, préparer vraiment également des dossiers qui vont permettre à tous les stakeholders de l'entreprise d'être préparés sur le sujet. Ça fait partie, effectivement, du media trading. C'est même pour moi une des parties les plus importantes. C'est d'imaginer sur base du sujet, du communiqué de presse qu'on a rédigé, du dossier de presse qu'on a rédigé, comment les journalistes vont réagir. Est-ce qu'ils vont téléphoner et demander une interview? Et dans cette interview, quel type de questions est-ce qu'ils vont poser? Et moi, quelle réponse je vais donner? La première chose à faire, et c'est valable pour moi dans tous les processus de communication, c'est surtout de ne pas improviser ses réponses. Oh, je connais le sujet, je vais pouvoir y aller. C'est le meilleur moyen de se ramasser. J'ai toujours un mentor, parce qu'il est toujours vivant, Jean-Olivier, qui me disait toujours, et j'applique ce principe, en communication, si tu improvises, c'est comme si tu jetais une pièce en l'air pour jouer à pile ou face. Tu as 50% de chance que ça tombe sur pile et 50% de chance que ça tombe sur face. Donc, tu as 50% de chance de planter. Et donc, je trouve qu'il avait entièrement raison. Et donc, le Q&A est essentiel à préparer avec quelqu'un qui connaît bien les médias et qui va se dire, tiens, sur ce sujet-là, un tel média qui serait présent, Luc Gauchel de la Meuse ou Jean-Michel Crespin de l'ADH, je l'ai cité. Voilà la question qu'il va poser. Qu'est-ce que je vais répondre si j'ai cette question-là? Mais ce qui est aussi important, c'est de cibler les messages qu'on veut faire passer. Alors, on doit les emballer dans une belle histoire, un beau narratif, une storytelling. Mais quel est le message ou les messages qu'ils doivent faire passer? 3 au maximum, au grand maximum 3. Ouais. Mais c'est ce message-là qui doit passer, et notamment si vous avez une interview en TV. Le ou la journaliste va peut-être vous faire une interview qui va durer 10 minutes, un quart d'heure, et il va en garder 40 secondes. Voilà, donc il faut que je sois extrêmement important ce qu'il dit là. Il faut que je sois sûr que le message que je veux faire passer soit dans ces 40 secondes. Le premier message que vous voulez faire passer, dites-le tout de suite et en peu de mots. Parce que voilà, nous, on doit faire des reportages qui ne durent pas longtemps. Dans la presse écrite, heureusement, on a quand même un petit peu plus de place, mais en radio ou en TV, c'est des formats de 1 minute 30 pour les sujets les plus longs. Et vous n'êtes pas les seuls à parler. Quand il y a un conflit dans une entreprise, il n'y a pas que le patron. Il faudra aussi, dans cette minute 30-là, on va prendre les syndicats, on va prendre peut-être un client. Voilà. Donc, à un moment donné, vous avez droit à 10, 15, 20, 30 secondes maximum. Et si vous n'avez pas donné l'essentiel de votre message là-dedans, tant pis. Voilà. Alors, ça c'est clair. Et pour revenir sur le Q&A, parce c'est aussi important que les 3 messages, mais finalement, ils sont en équivalence. En fait, ce qui est important au niveau du Q&A, c'est de savoir, si je demande à tout le monde s'il a déjà fait un Q&A quelque part, j'espère que tout le monde y a participé au moins une fois, même avec son communicant, parce que c'est compliqué. Parce qu'il faut faire le 360 degrés de tout ce qui pourrait m'être posé comme question sur un sujet qui peut-être m'embête, sur un sujet sur lequel je ne suis peut-être pas à l'aise, mais sur lequel je vais quand même devoir donner des réponses, et en plus, devoir donner 3 messages, dont le premier sera le plus important. Ça demande quand même pas mal de gymnastique d'esprit, et donc il faut les avoir préparés. Et de nouveau, c'est comme les 3 messages, ça changera tout le temps. Mais la question, c'est quand est-ce qu'on doit les préparer, quand est-ce qu'on doit préparer ce Q&A? Eh bien, en permanence. En permanence, parce que si vous êtes dans un secteur clivant, vous serez attaqué de toutes parts, partout. Donc, il faut préparer tous les endroits où ça peut faire mal et avoir les réponses. Et d'un autre côté, si vous avez des sujets bien précis que vous allez lancer, mais il est vraiment important de savoir quel sera le Q&A, parce que qu'est-ce qu'on peut me poser comme question? Et dans des sociétés telles qu'Electrabel que j'ai croisées, on se faisait des Q&A, on était 7 autour de la table pour le préparer. Il y avait un juriste, il y avait fatalement les communicants, il y avait le responsable presse, il y avait le CEO, il y avait tous ces gens-là, parce que le Q&A jusque-là avait été un peu galvaudé. Un Q&A, c'est on répond aux questions, on les connaît, ça va, on connaît les réponses. Non, meilleur moyen de se cramer. En fonction de tout ce qui est en train de se passer au niveau politique, économique et autres, quelles sont les réponses qu'on va devoir donner? Et est-ce qu'elles sont valides? C'est presque une cellule de crise, tes Q&A. Oui, dans un secteur en crise et clivant, je peux te dire que tout est crise. Tout le monde n'est pas bien sûr. Dans le nucléaire. En général, c'est plus qu'un communiqué de presse. Il y a un travail qui dépasse le simple communiqué de presse sans être... Quand je fais des Q&A avec mes clients, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, eh bien, je sors toujours du cadre de l'actu du communiqué de presse. Parce que je me dis, tiens, on annonce une nouvelle positive, mais il y a 2 mois, vous avez licencié 40 personnes. Et je suis certain qu'à un moment donné, il y a un journaliste sournois qui pourrait rebondir là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire? La pire des choses, pour moi, en tant qu'attaché de presse, c'est de laisser un journaliste sans réponse. Pourquoi? Parce que s'il a posé une question, c'est qu'il a un sujet en tête. Et s'il n'a pas l'info à la source officielle, il ira la chercher ailleurs. Et ce sera pire que bien.
Donc, préparons des réponses, y compris sur des sujets qui ne sont pas forcément le cœur du communiqué de presse. Alors, après, il ne faut pas remonter 3 ans en arrière non plus, on est bien d'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité des quelques semaines précédentes sur lesquelles un journaliste pourrait rebondir en posant une question? Par contre, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Non, oui, c'est important. C'est ça qui est important. C'est qu'il faut aussi, à un moment donné, pouvoir prendre le recul et dire, écoute, je ne sais pas. On a le droit de dire je ne sais pas. On n'est pas là pour tout savoir. Et donc, je ne sais pas. Je me renseigne. Je suis de retour dans 1 heure. J'aime bien l'heure, Voilà. parce que quand on nous dit le patron n'est pas là, on vous rappellera demain, c'est totalement trop tard. Justement, de nouveau, on revient aux réalités de la rédaction. Il y a des impératifs temps. Si c'est pour passer au JT ou pour l'impression du lendemain, on ne peut pas prendre tout le temps qu'on veut. Donc effectivement, décrocher un journaliste et lui dire « je te reviens dans 2 heures ». Tout dépend du moment, évidemment, à laquelle la formation tombe. Si c'est le matin, effectivement, on a un peu plus de temps. Par contre, si c'est 17h, 18h, nous, on arrive à l'heure du bouclage du journal, y compris pour les JT. Demander les questions aussi, peut-être, pour pouvoir avoir le temps de vite les préparer en interne et pouvoir apporter des réponses fiables. Mais je suis d'accord avec Olivier, il n'y a rien de pire, en tout cas, que de ne pas répondre. Ça, franchement, s'il faut donner un conseil, c'est de répondre. Parce que si vous ne répondez pas, d'autres le feront à votre place. Vous n'occupez pas l'espace, d'autres la prennent à votre place. Voilà. Et nous, on a besoin de matière. On ne peut pas écrire quelque chose sur quelqu'un qui ne nous répond pas. On a 2 lignes, donc il nous faut de la matière. Parce qu'on doit parler de ce sujet-là, parce qu'il est important. Il vient de faire irruption dans l'actualité, on a un besoin. Alors, il vaut mieux même dire si quelque chose, même si on ne sait pas, on a cru que c'était ceci et que c'était là, mais voilà, mais au moins occuper l'espace parce qu'il n'y a rien de pire de ne pas répondre, et ça arrive souvent. On donne des appels, téléphone, on laisse des messages, on ne va pas en faire 50 non plus. Donc on en fait, moi en tout cas, c'est 2 et puis un SMS, et si après ça, je n'ai pas de réponse, moi je mets contacter, la direction n'a pas voulu répondre. Paf. Voilà. Et vous le savez comme moi, quand on ne veut pas répondre, c'est peut-être qu'on a quelque chose à cacher. Il n'y a rien de pire pour l'image que de lire dans les médias ou d'entendre à RTL ou sur l'RTB, l'entreprise s'est refusée à tout commentaire. Oui. Mais c'est vraiment essentiel. Mais de nouveau, ça dépend de la société. Dans des petites sociétés, c'est peut-être un peu moins grave encore que. Dans des grandes sociétés, le branding protection, c'est vraiment un des éléments auxquels parfois est lié le cours de la bourse aussi. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles ça peut faire très très peur. Donc il y a des gens qui disent mais je peux expliquer ça parce que la réalité elle est là et c'est faisable. Avec quelqu'un derrière au niveau du general management qui dit tu te tais et tu ne dis rien. Et donc ça existe aussi, mais ça c'est chacun sa facilité ou sa contrainte, parce que tout le monde en a. Maintenant, dans des petites structures, c'est fatalement moins vrai. Mais tu disais dans des grosses sociétés, oui, à 7 ou à 8, c'est clair que c'est dans les grosses sociétés. Maintenant, je peux te dire que la SBL que je dirige n'est absolument pas une grosse société, on est 3. Donc ça va, c'est pas compliqué. Mais par contre, dès qu'on entend que quelque chose se passe, même pas chez nous spécialement, mais dans le secteur qui nous regarde, on prépare un Q&A. On va très très vite, parce qu'on doit être prêt. Et on a déjà préparé une centaine de Q&A qui n'ont jamais servi, mais qu'on recycle toujours un petit peu parce que ça parle quand même toujours du même sujet, mais on les prépare à chaque fois. Parce qu'il y a d'un côté ce que l'on veut dire, et donc c'est pratique parce qu'on appelle la presse et on se plaint parce qu'ils ne répondent pas. En réactif, c'est plus compliqué parce qu'on n'est vraiment jamais prêt, et c'est ça qu'on doit faire en permanence. Il y a aussi une autre réalité, c'est le fameux momentum. On peut être totalement prêt à faire une communication et finalement une info chasse l'autre, n'est-ce pas, Luc ? Il est clair que choisissez votre moment si votre information n'est pas chaude, évidemment, n'est pas d'actualité. Mais bon, il est clair qu'on reçoit encore récemment, le 10 octobre ou le 12 octobre dernier, des messages et des sujets qui auraient été intéressants. On est noyé dans les élections, toutes les pages sont prises parce que il y a mille choses à dire, donc c'est vraiment pas le moment de le faire. Ouais. Choisissez des moments où l'actualité est plus calme, donc on sait qu'il peut toujours y avoir des trucs chauds qui arrivent au dernier moment, c'est clair, mais on sait que la période des vacances, par exemple, est beaucoup plus calme. La moitié des journalistes sont en congé, mais il y a le même nombre de pages dans le journal, donc il faut quand même le remplir. Entre Noël et Nouvel An, par exemple, il y a des moments, quand je le dis, l'actualité n'est pas chaude de ce que vous voulez dire. Question à vous 3, un dossier presse finalement. Qu'est-ce qu'on attend d'un dossier presse ? Qu'est-ce qu'il doit contenir pour être attrayant tant pour les rédactions que pour satisfaire les besoins de la société ? Voilà, je peux peut-être répondre. En fait, tout dépend du sujet.
Donc si le sujet est d'importance, il nous faudra beaucoup d'informations. Si il est de peu d'importance, il faudra aller directement droit au but. Faire un petit résumé aussi au démarrage, avoir un titre, un peu comme un article finalement, un titre qui attire. Parce que, voilà, sans vouloir dévoiler de secret, mais on en reçoit une centaine par jour. Facile, plus encore 100 mails d'organisation interne du groupe, parce que voilà, on n'est pas tous situés au même endroit, donc il faut qu'on sache. Donc ça fait beaucoup. Il faut vraiment que ça nous attire le regard dès le départ, quoi. Et alors, aussi, maintenant, bien l'illustrer. Voilà. Avant, ça se passait encore, quand avec la presse écrite, mais là, ici, maintenant, on est tous sur Internet, donc on a tous plus de place On lit qu'avant. avec les yeux aussi. Aussi, mais je veux dire, dans un journal papier, le papier, il coûte cher, donc il est limité aussi en place. Et il faut mettre beaucoup d'informations. Donc, bien souvent, le standard, c'est un article, une photo. Voilà, les photos. Par contre, sur Internet, là, c'est open bar. Donc, on peut mettre plus de photos et même des vidéos. Donc là, il faut bien penser aussi maintenant vidéo, qui est maintenant le créneau qui marche bien sur tous les réseaux sociaux. On est bien d'accord. Donc, pensez à ce format vidéo. Avec de nouveau un problème, parce que nous, on est plutôt en horizontal, les réseaux sociaux sont en vertical. Donc, prenez des images assez larges qu'on puisse recouper si besoin. Enfin, voilà. C'est une technique, c'est un métier, comme dirait... On peut fournir les deux, une version verticale, une version horizontale, c'est tout à fait envisageable. Ce qu'il y a de bien aussi dans les dossiers de presse, c'est, tu as lâché le mot, les citations, effectivement. Une citation du CIO, d'un intervenant quelconque pour nourrir le dossier de presse, c'est toujours intéressant. Et moi, ce que je pose comme constat, mais c'est un constat général dans la com, moi je travaille dans mes communiqués ou mes dossiers de presse, je travaille beaucoup sur le pourquoi de l'actu en question. Pourquoi est-ce que ça se met en place? Pourquoi est-ce que ça existe? Pourquoi en fait, les gens aiment savoir le pourquoi des choses. Et donc moi, c'est un angle que j'utilise beaucoup, de travailler sur le pourquoi. Alors justement, on parlait des réseaux sociaux, donc une information doit être pensée pour les différents canaux. Sur les réseaux sociaux, justement, comment est-ce que tu as ton regard, toi Luc, quand tu vois les articles qui sont repartagés là, commentés? Comment est-ce que tu vois l'info vivre finalement à travers ces médias un peu différents? Au début, c'était plus simple, clairement. Donc, on mettait notre article, il était lu ou pas lu, en quelque sorte. Bon, on avait juste des coups de fil à la rédaction ou voire des lettres de lecteurs qui réagissaient à une information. Maintenant, tout le monde réagit sur tout. Et on donne souvent le bâton pour se faire battre, d'ailleurs, puisque nous-mêmes, nous partageons nos articles, on nous demande de le faire, pour qu'ils aient une seconde vie, une troisième vie, etc., sur Facebook, sur Twitter, X, etc. Et maintenant est apparu ce phénomène du commentaire qui est devenu une information en elle-même. Donc les gens vont autant sur les réseaux sociaux pour l'information que pour voir ce que les gens pensent de cette information. Et il se fait comme ça une série de débats sur tout et sur rien qui sont aussi lus, si pas autant lus que l'information. Et qui peuvent donner une tonalité à l'information finalement. Si les commentaires sont tout de suite négatifs ou positifs, ça, si je peux donner un tout petit conseil mais d'expérience, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle « Si tu es un vrai liégeois » qui recueille plus de 20 000 abonnés sur des informations payantes, donc ce n'est pas mal. Et j'ai remarqué que s'il y en a un qui commente le premier quelque chose, l'information de manière positive, eh bien, les autres vont se mettre au diapason et vont dire « Ah oui, c'est vrai, c'est positif ». Si c'est négatif, c'est parti, ça part en couille, comme on dit comme ça. Donc le conseil, c'est soyez le premier à réagir en dessous des articles de la Meuse avec une info positive ou une remarque positive. Vous faites réagir sur votre article. Vous faites réagir sur votre article. Mais les réseaux sociaux, je pense qu'il faut aussi les utiliser. Je parlais tantôt de dire que c'est une info partisane, effectivement, mais on peut aussi les utiliser pour donner une information. Il ne faut pas croire. Il y a beaucoup de journalistes qui scrutent les réseaux sociaux et qui utilisent les réseaux sociaux simplement en disant tiens, je suis à la recherche de ceci pour faire un reportage sur ce sujet-là. Je pense qu'en publiant aussi de manière régulière sur sa page Facebook, sur son LinkedIn, des infos pertinentes, on peut tendre la perche à un journaliste qui passe par là et qui dit il y a un sujet là derrière. Être un peu plus proactif. Oui, tout à fait, une forme de proactivité. Brander, désolé pour l'anglicisme, mais l'information, parce que finalement c'est aussi l'image de marque d'une société.
Donc c'est renforcer ça sur nos propres réseaux sociaux avec les logos, les différents... Mais sans basculer dans le commercial. Ça doit rester de l'information. Ça, c'est important. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais quelle est un peu la différence finalement entre ce qui est publi-reportage et une information presse plutôt traditionnelle? Donc nous, on n'est pas payé donc, pour faire ce qu'on fait. Les journalistes professionnels, c'est interdit d'ailleurs dans notre contrat. Donc nous, on fait de l'information. On publie aussi souvent des communiqués de presse parce que, comme on l'a dit, on a un site internet qui doit vivre, il faut que quasi toutes les heures, il faut une autre information et on est de moins en moins nombreux, donc on ne sait pas tout faire et donc on arrive aussi régulièrement à publier sur notre site internet des communiqués de presse. Mais là, on ne les signe pas. Hein, on dit, voilà, un communiqué de presse vient de nous parvenir d'un tel. Donc au lecteur, on lui dit, il n'y a pas de travail journalistique là-dessus. Ça, c'est gratuit aussi. Par contre, on a les deux versions alors payantes, qui sont la pub traditionnelle, hein, comme tout le monde la connaît, et ce qu'on appelle publi-reportage ou publi-rédactionnel. Donc on a au sein de nos sociétés des services de pub et qui ont pas des écrivains, on va pas dire ça, des rédacteurs, si tu veux, qui vont alors dans la société qui veut un publi-reportage. Et là, clairement, on écoute ce qu'on nous dit et on retrace ce qu'on nous dit. Hein, donc et on voit la différence dans le journal parce qu'on met au-dessus, j'avoue que c'est en petit, mais bon, soit, publi-reportage ou publi-rédactionnel. Olivier, Serge, vous avez déjà eu recours à ça ou... Au public rédactionnel, oui, bien sûr. C'est un moyen, mais c'est payant et ça coûte. Mais c'est une forme de publicité dans laquelle on met le texte qu'on veut, entre guillemets. Mais ouais, moi, je trouve que c'est une stratégie presse qui vaut la peine d'être menée, mais à condition de bien se rendre compte que là, on fait de la pub et pas de l'information. C'est un point sur lequel on a déjà travaillé aussi, on ne le fait plus. On ne le fait plus parce que, mais on avait à ce moment-là, le secteur dans lequel je me trouve a énormément évolué en termes d'acceptation du public, donc on en était à d'autres moments où c'était bien plus compliqué de se faire entendre. Et donc à ce moment-là, on a eu recours à cela. Et on a constaté qu'on se faisait vraiment battre à froid au niveau des médias sociaux parce que c'était acheté, on avait acheté de l'information. Et c'était très très mal perçu en général au niveau des gens qui suivent les médias sociaux. Et comme ça coûtait quand même pas mal de pognon, on a arrêté, on a passé à autre chose et on a fait nos communications nous-mêmes et ça passait beaucoup mieux. C'est un retour d'expérience intéressant, je pense, en fonction du secteur où on est. Donc, on arrive un peu à la fin déjà de ce panel. J'ai envie de vous poser une question. Quel serait finalement, le super conseil que vous auriez envie de partager ce soir à nos membres? Vas-y, Luc, vas-y. Si j'avais un conseil à donner, c'est d'être proactif. De ne pas attendre que la catastrophe arrive, mais de la prévenir. Le nombre de fois où j'ai expliqué pourtant à des tas de gens, prévenez-nous d'abord. Vous savez qu'il va y avoir un problème. Vous savez, par exemple, que vous allez licencier demain X personnes. Vous savez que vous allez annoncer un projet controversé. Plutôt que les médias sociaux ne s'en emparent directement et font du bashing quasi direct, expliquez les choses. Faites prévenez-nous. Et on est tout à fait d'accord d'attendre, je ne sais pas moi, quelques heures, quelques jours, pas plus hein, quand même. Mais voilà, prévenez-nous comme ça, vous aurez plus la maîtrise de l'information. N'attendez pas que le ciel vous tombe sur la tête. Moi, je dirais, le journaliste peut être votre meilleur partenaire, en ce compris dans les moments de crise. Pour ça, il faut qu'il y ait de la confiance et pour ça, il faut networker. Et je sais à qui je parle, puisqu'on est au CERF de Wallonie. Et donc, je ne vais rien dire d'autre, mais networker. Pas uniquement entre vous, networker avec des gens que vous connaissez moins, qui sont les journalistes, et agréer la confiance. Donnez-leur votre confiance et acceptez leur confiance. Et à ce moment-là, vous verrez que tout ira un peu mieux. Moi, je dirais le bon vieux pitch. D'abord parce que ça vous oblige à bien connaître votre sujet en le synthétisant en 4-5 lignes. Et puis, moi, ce que je fais, et je l'ai encore fait cet après-midi, Marco, j'attends d'ailleurs toujours ta réponse. J'en profite pour passer un message. Ça, c'est le règlement de compte. Ça, non, c'est pas règlement de compte. Quand vous pitchez votre sujet et quand vous connaissez bien les journalistes, la manière de le pitcher a aussi d'importance. Denis, je sais qu'il est très réactif à WhatsApp.
Luc, je sais qu'il est hyper réactif par mail. Nora qualifié de la RTB, hyper réactif par téléphone. Un tel est réactif de cette manière. Donc je pitch en fonction du média où je sais que le journaliste va être le plus réceptif. Et quand je pitch et que j'ai un journaliste, je dis tiens, j'ai un communiqué de presse ou j'ai une invitation pour ceci, je l'ai encore fait cet après-midi pour une invitation de samedi. Quand j'ai un retour du journaliste qui me dit envoie-moi ton communiqué de presse, ou oui, je serai là samedi, il y a 85-90% de chances qu'effectivement il y a du retour du communiqué de presse ou que le journaliste soit présent à l'invitation. Si je l'envoie par mail en espérant qu'il vienne, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, reprendre son téléphone, ça peut avoir du bon aussi, mais pour ça, il faut avoir le numéro de téléphone des journalistes et bien les connaître. On en revient à la relation de presse, justement. Merci à tous pour vos expériences, vos retours, vos partages.